Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est une première parce que je vais répondre à une FAQ, donc une foire aux questions. Il y a quelques mois de ça, vraiment quelques mois, je vous avais proposé donc de faire ce format de vidéo. Et donc vous êtes plusieurs à vous être prêtés au jeu et avoir posé tout un tas de questions. Donc j'ai choisi 10 personnes je crois pour lesquelles je vais répondre tout simplement à leurs questions. C'est parti! Où je m'installe dehors au milieu de mes chiens pour faire cette vidéo, et bien j'ai un tracteur juste là qui est venu couper je crois les abords de notre petite route. Donc je vais essayer de parler assez fort pour que vous puissiez m'entendre au milieu du vent, des chiens, oui, et des tracteurs. Donc c'est parti. Donc pour les questions, j'en ai choisi complètement au pif les 10 premières personnes que j'ai trouvées. Et donc ça part un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de suite logique aux réponses à ces questions. Je réponds comme vous me les avez posées, tout simplement. Donc la première sélectionnée, c'est Karine Orbel qui me demande combien de grammes de croquettes je donne au chihuahua et quelle est la marque que j'utilise. Donc à la maison, il n'y a pas de grammage, c'est-à-dire que les croquettes sont données absolument à volonté. C'est-à-dire que je remplis les gamelles et tout au long de la journée, les chiens vont en manger. Il y a des jours où il n'y en aura plus, des jours où il y aura une gamelle encore de pleine. Et donc chez nous, il n'y a pas de restriction de nourriture. Ne me dites pas, je ne peux pas faire ça parce que mon chien est gourmand. Je pourrais faire une vidéo là-dessus également, mais plus on va restreindre la nourriture, plus le chien va se jeter sur ses croquettes de peur d'en manquer, tout simplement. Donc chez nous, il y a des petits, des gros, et tout le monde trouve son compte, et je n'ai pas de chien obèse. Et ceux qui sont un peu plus costauds se régulent simplement avec le temps. Quelle marque j'utilise? J'ai utilisé différentes marques tout autour depuis que j'ai des chiens. Et là, actuellement, je suis donc avec la marque Royal Canin. Ensuite, donc c'est Marilyn Lampson. Je vous donne le nom des pseudos, qui me demande quels sont les plus câlins entre les cavaliers et les chihuahuas. Vraiment, je pense que le plus câlin, ça va être le cavalier, parce que le cavalier est vraiment toujours très content de voir son humain. Mais après, le chihuahua est aussi très câlin, mais ça va être plus sur sa famille. En fait, le cavalier, dès qu'il voit quelqu'un, il est content et donc va vouloir demander des papouilles et des câlins à la personne qui va avoir en face de lui, alors que le chihuahua va préférer sa famille et va pas forcément aller toujours vers les gens qu'il ne connaît pas. C'est pas une généralité, mais on va dire qu'il y a plus de sujets comme ça chez le chichi. Mais sinon, c'est un chien qui est très très câlin également. Elle me demande aussi quelles sont les différences d'aspect vis-à-vis de leurs compagnons humains. Je traduis un petit peu cette question de quelles sont les différences de comportement entre un chihuahua et un cavalier avec leur famille. Alors ce sont deux races différentes mais qui ont quand même beaucoup de similitudes. Alors la différence avec nous, eh bien franchement j'en vois pas vraiment. Le cavalier est peut-être un peu plus brut avec sa famille que le chihuahua qui est un peu plus précieux, mais ce sont des chiens qui sont très proches de leur famille, qui les aiment par-dessus tout et qui feraient tout pour leur faire plaisir. Donc je vois pas de différence vraiment très marquée entre les deux races nous concernant. Ça va être des différences plutôt comportementales, mais de même, pas envers nous les humains, et ça va être envers des personnes tierces, pas de leur famille.
Bon, j'espère que c'est à peu près clair. Ensuite, Dany Bis me demande: les 2 chevaux non montés sont-ils débourrés? Donc on parle de Sultan, donc le percheron qui va prendre 18 ans cette année, et de Galant qui a eu 30 ans au mois de février. Donc ils sont tous les 2 débourrés. Je ne monte pas Galant simplement parce qu'il a 30 ans, il est aveugle, mais c'est un cheval qui a fait des spectacles équestres, notamment en attelage. Il a fait pas mal de démonstrations aussi en attelage. Donc c'est un cheval qui a travaillé au château de Saint-Fargeau dans l'Yonne. Donc voilà, c'est un cheval qui est plus que débourré. Il connaît sa gauche de sa droite par exemple, et il répond au mot stop quand on lui dit d'arrêter par exemple. Quant à Sultan, donc le percheron, Sultan c'est différent, donc il a été débourré, mais d'après ce que j'ai compris, le premier débourrage qu'il a eu ne s'est pas très bien passé, et Sultan c'est un cheval qui clairement me fait comprendre qu'il n'a plus envie d'être monté, plus envie d'être travaillé, bien que ces derniers temps je trouve son comportement a un petit peu changé. C'est un cheval pour lequel je me suis engagée de m'en occuper, etc. Mais je sens que je ne suis pas son humaine favorite. J'essaye d'en prendre soin, mais il n'y a pas ce petit lien, j'avoue, entre Sultan et nous, même si voilà, on en prend soin, etc. Je suis très à l'écoute de ce cheval, mais il me fait comprendre que lui n'a pas envie d'être avec moi forcément. C'est très ponctuel, donc c'est à sa demande. Donc est-ce qu'il était monté? Oui, il a fait de la balade dans sa vie, quelques balades, mais il n'a pas connu grand chose ce cheval là, et voilà, tout simplement. La très belle Annès, vous l'emmenez en balade, donc idylle, on ne l'emmène pas en balade comme certains font avec leurs ânes pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple. On va pas balader avec idylle, elle n'a jamais porté de bas ou des choses comme ça. Par contre, on la prend en longe pour faire autour de chez nous, en fait elle broute, on la prend en longe pour brouter, mais c'est vrai qu'on la sort pas spécialement d'ici. On a essayé plusieurs fois de le faire avec elle, et en fait elle finit par nous traîner, c'est-à-dire qu'elle tire comme une damnée et elle retourne à la maison. Donc je pense que le message est assez clair. En vrai, si je prenais le temps et si j'insistais, on réussirait bien sûr à faire des balades, mais je crois que cette vie-là lui convient bien. Bon, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que ça lui convient bien. Jusqu'à quel âge les femelles peuvent-elles avoir des bébés? Donc la question, si est-ce que physiquement jusqu'à temps qu'elles aient des chaleurs, c'est-à-dire que je pense que si une femelle a encore ses chaleurs à 10 ans, elle peut reproduire. Après, si la question c'est jusqu'à quel âge moi je souhaite les faire porter, ce qui est quand même 2 choses différentes. Donc pour les cavaliers King Charles, je pense que une grossesse dans sa 5e voire 6e année, ça va être un maximum, alors que pour les chichis, ça va être plutôt autour de la 7e année. Simplement, l'espérance de vie d'un cavalier King Charles est plus courte que celle d'un chihuahua, donc on doit en tenir compte, mais j'en dis pas plus sur l'espérance de vie parce qu'il me semble que c'est l'objet d'une prochaine question. Lorelai, donc Lorelai me demande: êtes-vous pour la stérilisation et la castration des toutous, et si oui, à quel âge? Donc oui, je suis pour la stérilisation et la castration des chiens, dit-elle alors qu'elle est à la tête d'un élevage. Dès que les loulous arrêtent de faire des bébés à la maison, c'est la première chose que je fais quasiment, les faire castrer. Alors pour les femelles, c'est surtout des raisons de santé. C'est-à-dire qu'une femelle va pouvoir développer des cancers, des tumeurs au niveau des mamelles, au niveau de l'utérus, au niveau des ovaires, etc. Donc le fait de les faire stériliser, eh bien, ça clôt cette problématique de santé. Et il y a aussi toute une question hormonale et un peu de frustration sexuelle. Un chien qui n'est pas stérilisé ou castré, ça va autant pour le mâle que la femelle, va avoir tendance à marquer et avoir des frustrations sexuelles, parce qu'il va avoir des hormones qui vont se développer, mais il ne pourra pas répondre à ce besoin. Il
va par exemple se frotter, il va faire des choses voilà, pour contenter cette pulsion sexuelle qui ne peut pas. Donc oui, je suis pour, je trouve que ça fait des chiens mieux dans leur tête parce qu'ils sont moins frustrés, tout simplement. Et à quel âge eh bien, on va dire autour des 1 an. Tout dépend des gabarits. Les cavaliers sont des chiens qui sont quand même assez forts assez vite. Donc on va dire autour des 9 mois. Et pour les chihuahuas, plutôt autour des 1 an. Ça sert à rien non plus de trop se précipiter. Mais en gros, il ne faut pas attendre que le développement hormonal s'installe. Donc le faire quand même assez tôt, mais pas trop tôt, pour qu'ils puissent se réveiller en bonne forme de l'anesthésie. Une fois stérilisée, est-ce que la femelle a tendance à grossir et son caractère change-t-il? Alors il paraît, oui, que quand on fait stériliser, la femelle a tendance à grossir. À la maison, les chiens qui sont stérilisés n'ont pas pris d'embonpoint, clairement, même s'il n'y a pas eu un changement du coup de croquette. Donc oui, parce que tout le monde dit ça, et non, parce que je ne l'ai pas constaté. Changement de comportement, plutôt un apaisement. Oui, plutôt un apaisement, et je trouve plus encore marqué chez les garçons que chez les filles. À quel âge une chichi atteint son poids adulte, son poids définitif? Donc le chihuahua est un chien qui grandit très vite, vers 6-7 mois, il a la taille adulte. Quand je vous parle de taille, c'est vraiment de 6-7 mois, n'importe quoi, vers 8-9 mois, il a vraiment sa taille, la hauteur, etc. C'est à peu près à cet âge-là. Par contre, en termes de poids, ça peut être assez long, tout dépend justement de s'il y a stérilisation, tout dépend de si on attend les chaleurs, etc. La femelle, quand elle a ses premières chaleurs, c'est qu'elle a son gabarit définitif, hein, grosso modo. Mais voilà, le chichi, c'est un chien qui grandit très vite, vraiment très très vite, et après va stagner. Mais on va dire jusqu'à 3 ans, il va continuer de s'épaissir, c'est-à-dire s'élargir au niveau du thorax, au niveau de la ligne de dos, etc. Donc son poids définitif, je pense autour de 2 ans, quoi, 2-3 ans, grosso modo. Au niveau, il y avait une autre question. Ah oui, à quel âge son poil est-il au summum de sa beauté? Pas avant 3 ans. Chez le chihuahua, c'est pas avant 3 ans. C'est très long à se développer parce que justement, poupette, on crie pas. Parce que justement, il se développe très vite. Donc, il ne peut pas tout faire en même temps. Les dents, les oreilles, le poids, le gabarit, les chaleurs, etc. Et donc, le poil, ça va en dernier. Donc, grosso modo, autour, pas avant ses 3 ans. Il n'aura pas un poil définitif avant ses 3 ans. Donc, vous pouvez attendre. Quelles sont les couleurs les plus appréciées en France en ce qui concerne le chihuahua? Alors, je vais vous parler juste de ma propre expérience et non pas d'un truc statistique ou je ne sais quoi. Je trouve que les chihuahuas que moi j'appelle vaches, c'est-à-dire blancs avec des taches, partent souvent les premiers. Et si ces taches sont de couleur chocolat, bleu ou lavande, eh bien, ils vont partir aussi. Et j'ai l'impression que le noir et blanc, c'est une couleur qui plaît pas mal également. Voilà, donc au final, j'ai dit à peu près toutes les couleurs, je crois. Moi, je trouve vraiment que les chiens vaches, c'est ceux qui partent le plus vite. Mais c'est pas toujours vrai. C'est une généralité. Y a-t-il une différence de caractère entre le chichi poil long et le chichi poil court? On m'a toujours dit que le chihuahua poil long était plus calme et plus tranquille que les poils courts, mais n'en ayant pas, je ne mettrai pas mes mains à couper, c'est toujours ce que j'ai entendu. Je me suis perdue dans mes notes. Quels sont les points faibles des chichis et des cavaliers niveau santé? Donc les chichis, c'est les rotules clairement. Le chihuahua est petit, fait beaucoup de pas pour en faire un pour nous. Donc il a, surtout au niveau des pattes arrière, les rotules qui se fatiguent très vite. Et il a très souvent en vieillissant de l'arthrose. Donc il faut il existe des compléments alimentaires pour aider. Mais vraiment niveau santé, c'est surtout au niveau des articulations qu'on retrouve des soucis chez le chihuahua,
Après, il y en a d'autres, mais c'est surtout au niveau des rotules. Et pour le cavalier King Charles, aurais-je assez de temps de cette vidéo pour expliquer toutes les pathologies qu'ils peuvent avoir? Le cavalier, c'est un chien qui a toujours eu la cote. C'est un chien qui a été très élevé, mais pas toujours très bien. Beaucoup d'éleveurs ont quand même fait n'importe quoi et ont développé et conservé les tares qu'ils pouvaient avoir. Donc notamment au niveau du cœur, le cavalier King Charles a eu, surtout il y a une vingtaine d'années, où ils avaient une espérance de vie de quelques années, si ce n'est quelques mois. Et donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de fait par le club pour eh bien, que les chiens soient testés et du coup écartés de la reproduction si jamais... Ouna, tu vas tout faire tomber. Ouna, viens. Oui, parce que tu sais, ça tient parce que ça a envie de tenir, c'est tout. Et donc oui, le cœur, donc c'est pour ça que je fais des échographies cardiaques non, tous les ans pour les cavaliers, pour vérifier que voilà, au niveau du cœur on est ok, mais malgré ça c'est ce qui va vieillir le plus vite chez lui. Donc il se peut très bien que ce ne soit pas héréditaire, hein, mais qu'ils aient quand même le cœur qui fatigue très vite. L'espérance de vie, je crois que je réponds à une question prochaine. Bref, l'espérance de vie du cavalier est quand même minime, autour de 12 ans. Si on va jusqu'à 15 ans, c'est quand même chouette. Donc 12 ans, ça fait quand même qu'il vieillit très vite ce chien. Et au niveau des problèmes de santé, il y a aussi les yeux, donc des soucis oculaires. Donc voilà, il y a des tests à réaliser. Il faut faire attention. Oculaire, c'est au niveau des tests ADN. Donc c'est pareil, on teste, on fait attention. Mais j'ai l'impression que ce chien a été quand même tellement élevé et tellement mal élevé. Pas mal élevé, mal éduqué, mais mal élevé, où on faisait reproduire tout et n'importe quoi pour faire du pognon. Que clairement, eh bien, je vais découvrir encore plein de choses concernant la santé du cavalier King Charles, alors que le chihuahua, bah, ça fait quand même pas mal de temps que j'en ai et pas mal de temps que j'en élève, et hormis les rotules, et c'est en vieillissant, hein, bah, il n'y a pas grand chose d'autre. J'ai souvent entendu que le cavalier était extrêmement fragile niveau cardiaque. Est-ce vrai? Donc oui, il y a des lignées, pardon, il y a des lignées, pardon, il y a des lignées qui sont clairement à fuir. Donc je sais que ma tante, il y a des années, il y a 15 ans de ça, était assistante vétérinaire. Il y avait une éleveuse où les chiots, ils avaient 6 mois d'espérance de vie, quoi. Donc c'est juste inadmissible. Donc c'est pour ça que oui, le cavalier niveau cœur, il faut faire attention. Il faut faire très attention, et la plupart, même en vieillissant, même s'ils sont indemnes dans toute leur vie, peuvent avoir des fragilités cardiaques et doivent être médicamentés par la suite. Mais aujourd'hui, c'est quand même très connu. Et si c'est pris à temps, ils peuvent vivre très vieux. Je ne sais plus quelle famille me disait qu'ils avaient eu un cavalier, je crois au bout de 7-8 ans, une fragilité cardiaque. Il a été complémenté toute sa vie avec des médicaments pour son cœur et suivi. Et il a vécu jusqu'à 15 ans. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il va mourir tout de suite. Ah bah voilà. Quelle est l'espérance de vie pour chacune des deux races et quelles sont les personnes... Ah, deux questions. Quelle est l'espérance de vie pour ces deux races? Donc du coup, c'était la même personne qui posait la question. Donc Lorelai, vous m'en voudrez pas d'avoir vendu la mèche un peu plus tôt. On va dire que le cavalier, ça va être à peu près jusqu'à ses 12 ans. Et le chihuahua plutôt vers ses 15-17 ans, quoi, grosso modo. Donc le chichi a quand même une espérance de vie plus longue que le cavalier. Et c'est pour ça, du coup, qu'on arrête la reproduction un peu plus tôt chez le cavalier que chez le chichi.
Quelles sont les personnes susceptibles d'être de bons maîtres pour chacune des deux races? Donc que ce soit le chihuahua ou le cavalier est quand même un peu plus actif que le chihuahua, bien que ça dépend quand même des tempéraments. Mais un maître qui soit disponible. C'est-à-dire que, comme beaucoup de chiens, si vous avez un grand jardin, que vous habitez en maison, mais que vous travaillez 5 jours sur 7, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'avoir un chien, mais est-ce que franchement vous allez le rendre heureux? Ou dans ces cas-là, il faut se dire, ben, on en adopte 2 en même temps, parce qu'au moins ils ne seront pas tout seuls. Donc pour moi, appartement ou maison, pas d'importance, la seule chose c'est que vous soyez disponible pour faire des balades, pour s'en occuper, pour rester vers eux. C'est ça pour moi la priorité. Y a-t-il une différence de caractère selon le sexe ou est-ce une question de personnalité? Eh bien un peu des deux. Je trouve quand même que les mâles sont des usines à câlins, que ce soit chez le chichi ou le cavalier. C'est vraiment, regardez là, depuis tout à l'heure c'était Husky qui était vers moi sans arrêt et là il est parti parce qu'il fait caca quoi. Mais je pense qu'il va revenir et ce sont, je trouve, les garçons les plus câlins. Après c'est vrai que pour en avoir discuté avec une personne la semaine dernière, me semble-t-il, ou en début de semaine, je ne sais plus, et bien du coup le mâle a très souvent son maître. Et va pas forcément s'intéresser aux autres, alors que la femelle va pouvoir aller de l'un à l'autre sans pour autant bouder. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, le mâle il va avoir sa personne. Donc là par exemple Husky ou Pomme, c'est moi, la personne. Et donc c'est pas des chiens qui vont forcément aller vers les enfants ou vers Aurélien. Quand on est ensemble, même si moi je fais autre chose, ils sont vers moi, assis à côté de moi, à me regarder avec des yeux comme s'ils allaient me bouffer, alors que les filles vont aller de l'un à l'autre. Mais la douceur d'un mâle, la tendresse d'un mâle, les câlins d'un mâle, franchement, même pour une fête, enfin, c'est ouf. Voilà, je trouve les mâles vachement plus câlins. Que pensez-vous du chihuahua couleur merle ou porteur merle qui est loin de faire l'unanimité? Alors, la couleur merle, je trouve ça très beau, vraiment. J'aime beaucoup la couleur merle, donc ça c'est d'aspect, vous voyez, d'aspect physique, je trouve la couleur merle vraiment très jolie. Après, on sait les risques que peut engendrer le mariage entre deux chiens merles, c'est-à-dire des problèmes de surdité, des gros problèmes de santé. Et comme le chihuahua merle n'est pas l'off, il n'y a aucun moyen sûr de tracer les générations précédentes des chiens. Je m'explique. Mes chiens sont love, ça veut dire qu'on sait que le papa est testé ADN. Donc on sait que le papa et la maman d'Husky c'est telle personne, il est marié, mettons, à Ouna, et on sait qui sont ses parents à elle aussi, et ainsi de suite. On va voir l'arbre généalogique sur 5 générations. Donc on peut retracer, et donc si c'était des chihuahuas, on pourrait voir s'il y a du merle ou pas du merle derrière, et du coup savoir comment faire les mariages. Sauf que les merles ne sont pas autorisés par le club. Ça veut dire qu'un chihuahua love, ça n'existe pas. Donc, si c'est pas love, ça veut dire qu'il n'y a pas de pédigré, il n'y a pas de test ADN, il n'y a pas d'assurance généalogique derrière. Donc, ça veut dire que la personne qui va vous confier un petit chihuahua merle va vous dire non, 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 ils ne sont pas mariés entre merles, j'ai bien fait attention. Mais même elle n'en sait pas, elle n'en sait rien parce qu'il se peut qu'il y a 2 générations, par contre, il y a eu un mariage déjà et que c'est votre chien qui va prendre tous les défauts de ce mariage merle et ainsi de suite. Donc, en gros, si demain, ils officialisaient la couleur merle chez le chihuahua, j'attendrai qu'il y ait quelques générations qui soient produits de manière lof et ensuite j'investirai, c'est clair, j'adore le merle mais je ne veux pas en produire parce que trop risqué, je ne veux pas avoir des chiots avec des soucis de santé et donc voilà.
je préfère une assurance. Et là, le mien, c'est pas du tout une assurance. Peut-on deviner la future personnalité d'un chiot? Si oui, à partir de quel âge? Bien sûr, il suffit de les observer. Là, les chiots de Sucrète ont bientôt 2 semaines, auront 2 semaines demain, et on voit déjà quelques traits de personnalité. Je ne peux pas dire que ces traits-là resteront à vie, mais on voit déjà celui qui est tout calme. Oh, pardon. Donc le petit mâle qui a un petit cœur dessiné. On voit les plus actifs, on voit les plus téméraires, etc. Donc ça commence à se profiler, on va dire ça comme ça. Mais le tempérament définitif, il est plutôt vers l'âge adulte en vrai. Hein. Il change avant. Et parfois même, j'ai des chiots qui ont des traits de personnalité à la maison. Je le dis aux familles qu'il est plutôt comme ci, il est plutôt comme ça. Et une fois qu'il va arriver dans sa maison, là où il n'y a pas d'autres chiens, là où il n'est pas en concurrence, là où il peut vraiment éclater au niveau de sa personnalité, et bien du coup il y a des choses qui changent ensuite. Donc oui, on peut voir les grands traits, on va dire, mais pas aux petits détails. Quels sont vos conseils pour qu'une petite meute de 2 ou 3 toutous cohabite harmonieusement? Les considérer comme des chiens et du coup pas les considérer comme des humains. Je vous dis ça simplement parce qu'il faut accepter qu'il y a un dominant et un dominé. Il faut accepter que celui-ci grogne l'autre parce qu'il ne veut pas qu'il approche des croquettes. C'est normal. C'est normal. Donc il faut les laisser faire. C'est souvent nous humains qui voulons trop bien faire, qui faisons trop et trop mal du coup. Je sais plus, je crois que je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais que le mieux est l'ennemi du bien. Et en voulant faire encore mieux, on fait souvent moins bien. Donc déjà, accepter que ce sont des chiens et que dans tous les cas, à partir du moment où ils sont 2, il y aura un dominant et un dominé. Et que c'est pas grave parce que c'est comme ça que eux se sentent bien. Ensuite, l'autre chose, je dirais que s'il n'y a pas d'envie de reproduction, et ben de castrer et de stériliser tout le monde, comme ça remet les pendules à l'heure et qu'il n'y a pas de questions hormonales, il n'y a pas de questions de guéguerre sexuelle, si je puis dire. Après, je pense que si un petit chien est bien dans sa tête, bien élevé par l'éleveur et par la personne qui va suivre, c'est-à-dire de lui laisser sa vie de chien et de pas tout le temps guider ses mouvements, de le laisser réfléchir par lui-même. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de guéguerre. Quand je dis ça, c'est que je vois parfois certaines personnes avec leurs chiens, et c'est notamment des chiens de berger, et je ne leur jette pas la pierre parce que j'ai été la première à faire cette erreur-là. J'avais une chienne de berger à qui j'ai tout appris, assis, couché, donne la pète, fais le beau, fais la belle, stop, pas bouger. Elle écoutait parfaitement, c'était une machine, elle faisait un tas de trucs, c'était ouf. Mais du coup, je l'ai très mal éduquée parce que je ne lui ai pas appris à réfléchir par elle-même. Donc au final, dès qu'il se passait quelque chose dans sa vie, j'étais sa référente et en fait, je ne lui ai pas donné les bons codes pour se débrouiller avec d'autres chiens. Elle était extrêmement dominante avec les autres animaux et ça a été très très compliqué à gérer. Obligé de séparer, il y a eu des points de suture, j'en garde je crois une trace quelque part, je sais plus où, mais je sais plus où, sur une main, ah là, juste là, elle m'avait mordu, pensant vouloir mordre un autre chien, elle m'a mordu moi, et en fait à vouloir trop bien faire encore une fois, et ben j'ai très mal fait, ça a été très 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 difficile ensuite. Donc arrêtons de vouloir rendre nos chiens des machines. Ils ont le droit d'être un chien, d'être libres de leurs mouvements et qu'on leur apprenne bien, à raisonner en chien. Je pense que Ouna s'est barrée. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je vais aller voir. Hein, je pense que ce sera mieux. Je vais aller voir. Elle s'était bien sauvée.
Comment promener son ou ses chihuahuas en sécurité en ville? C'est une excellente question auquel je n'ai pas de réponse à vous donner. J'ai toujours peur pour mes chiens quand il y a d'autres chiens. C'est même pas forcément en ville, mais à la sortie de l'école, sur un vide-grenier, des choses même très très campagnardes. Parce qu'en fait, là quand on a été au dernier sur un vide-grenier, là je vous en ai parlé, on a amené donc Utopie et Smiley avec nous. Et donc au début elles étaient au sol, hein, le temps qu'on s'installe, qu'on trouve les chaises, etc. T'as un gros là toi mon loulou là. Bon alors. Et il y a un chien qui n'était pas tenu en laisse, c'était je sais pas, un chien croisé mais assez haut. Et le monsieur me dit: ah, il est adorable, il est gentil. D'accord, c'est bien, mais moi je veux qu'il soit en laisse parce que il suffit que ce chien adorable et gentil morde une de mes chiennes. C'est pas un petit point qu'elles vont avoir, c'est qu'elles meurent. Donc en fait, les gens qui ont des gros chiens, si vous regardez cette vidéo, déjà votre gros chien, vous savez comment il réagit avec d'autres gros chiens, mais vous ne savez pas comment il réagit avec des si petits chiens. Est-ce qu'il identifie ce chien comme un chien? Est-ce qu'il identifie ce chien comme un jouet? Est-ce que c'est vraiment son égal pour lui ou pas? Finalement, vous ne savez même pas vous-même. Donc ne dites pas qu'il est gentil parce que vous prenez la responsabilité que la personne en face lâche son petit chihuahua et finalement se fasse dégommer. Donc non, il n'y a pas de chien méchant, gentil. C'est pas une question de ça, c'est une question de respect. Donc les chiens, vous les tenez en laisse et c'est tout. Voilà, c'est une première chose. La seconde chose, le harnais, et c'est l'objet de l'autre question. Conseillez-vous un harnais ou un collier pour les chihuahuas? Un harnais sans aucun doute. S'il y a un danger, vous tirez et vous n'allez pas lui casser quoi que ce soit parce que le harnais va le protéger. Vous tirez, vous pourrez récupérer votre chien. Alors que s'il a un collier, si vous tirez, vous pouvez lui faire très très mal. Et donc le harnais, j'ai envie de dire... pour moins pire, mais j'ai pas de solution miracle parce que c'est pas l'éducation de votre chien, c'est tous les autres et surtout l'éducation des humains qui sont derrière leurs gros chiens qui sont si gentils. Voilà. Le chichi a-t-il besoin d'un manteau pour l'hiver? Oui, le chichi est un chien qui est frileux et donc n'hésitez pas à mettre un petit manteau, un petit pull en laine. Ce sont des chiens qui ont vite très froid, ils sont pas gros, hein. Donc n'hésitez pas, voilà. Alors sans non plus aller dans l'excès, c'est toujours la même chose, mais n'hésitez pas à les couvrir un petit peu, ils seront toujours mieux que relottants. Voilà, j'ai fini avec les questions de Lorelai. Ensuite, je passe à la question de Christine Mézières. Pourquoi n'avez-vous que des chichis à poils longs? Eh bien, parce que je préfère les poils longs aux poils courts. Physiquement, je suis moins attirée par les poils courts. Je préfère le physique d'un chihuahua à poils longs. Et donc, si j'avais des chihuahuas poils courts, qu'on ne peut pas marier avec des chihuahuas poils longs, si on veut qu'ils soient l'œuf, ça veut dire que j'aurais une autre race. En gros, c'est comme si j'élevais 3 races parce qu'il faudrait tout pareil des mâles et des femelles différentes des chihuahuas poils longs parce qu'on ne peut pas les mélanger entre eux, c'est pas toléré, c'est interdit. Et donc, enfin c'est pas toléré, si je dis une bêtise, mais il faut demander des dérogations, etc. Donc à partir du moment où c'est habituel, c'est plus dérogatoire. Donc il faudrait encore des mâles chihuahua mais poils courts cette fois. Donc pour ça me fait beaucoup de contraintes franchement pour quelque chose que finalement qui me plaît moins. Si je devais me lancer dans une autre race, ce serait pas le chihuahua poils courts. Vous donnez tout de suite un nom de race, comme ça je vais vous en donner 2-3 que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le teckel, j'aime beaucoup le spitz. Alors si j'adore, mais ça je pense que j'en aurai jamais, mais j'adore les Irish Wolfhound. Regardez ce que c'est diamétralement opposé aux chiens que j'élève, mais je crois que c'est une des races que je trouve les plus belles au monde. Irish Wolfhound, voilà. Mais ça, c'est dans une autre vie. J'ai élevé des petits chiens dans une autre vie, j'en élèverai des gros peut-être. Ensuite, Alice Lost me demande: j'adorerais avoir une vie
vidéo complète sur la cassette pour qui sait quoi comment. Donc une vidéo complète, franchement j'ai pas tellement, enfin je sais pas, j'en ai parlé déjà quelques fois sur le site de la Société Centrale Canine, c'est très bien détaillé, il me semble qu'il y a même une vidéo explicative. En gros c'est l'examen qui permet de détenir des chiens à la maison. Donc si vous voulez faire un refuge, une fourrière, une pension, un élevage, enfin tout ce qui nécessite la détention de chiens, vous devez passer la cassette. C'est un examen qui se fait sur 2 jours en ligne ou en physique et ça se fait assez facilement. On reprend plein de choses, la gestation des chiennes, les entretiens des chiens, les méthodes de détention d'un chien, etc. etc. Donc voilà, c'est simplement ça. À quel point penses-tu agrandir ton élevage dans les mois, années à venir? Là pour moi, je suis bien. C'est-à-dire que je ne veux pas l'agrandir. Il y aura des renouvellements, c'est certain, parce que cette année, j'ai Nala et Fantasy qui partent à la retraite. Donc il va falloir qu'il y ait un renouvellement. Quand on parle de retraite, il y a certaines autres filles qui ont fait des bébés par césarienne, donc ça veut dire que leur carrière de reproductrice va être écourtée. Donc il faut que je songe à anticiper un petit peu, et je pense que cette anticipation commencera dès la fin de cette année, voire le début de l'autre, pour calculer le temps pour qu'elle puisse être en âge de reproduire. Donc voilà, donc je l'agrandirai de manière temporaire, c'est-à-dire que agrandir juste le temps d'avoir des bébés qui grandissent pour remplacer les mamans qui vont arrêter. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Ensuite, es-tu content de sa taille actuelle? Oui, pour moi, là il y a 26 chiens à la maison, mais 25 chiens, c'est pour moi c'est parfait. Ça fait déjà suffisamment de travail, ça m'occupe largement toute la semaine, donc j'en veux pas plus, pas moins, tout simplement. Fais-tu en sorte d'avoir des bébés selon les moments de l'année, moins aux vacances d'été et plus à la rentrée par exemple? Aujourd'hui, je n'ai pas ce luxe. C'est-à-dire que comme l'élevage se lance, je ne peux pas me permettre de louper un cycle de chaleur pour une femelle. Si c'est pour elle le bon moment, eh bien tant pis. J'aurai plus de bébés à une période où moi je partirai pas en vacances, mais je n'ai pas ce luxe pour le moment. Les chaleurs chez la chienne, c'est tous les 6 mois. Donc si je loupe, ça veut dire que c'est un manque de revenus grosso modo, parce que ce cycle de chaleur, je ne pourrai pas le remplacer. La chatte, elle a ses chaleurs tous les mois, donc c'est facile de louper, alors que pour le chien, c'est vraiment pas le cas. Donc pour l'instant, je n'ai pas ce luxe, je ne choisis pas, c'est elles qui décident quand elles ont leur chaleur et du coup quand elles auront des bébés. Ensuite, j'ai 40 vros, j'estropie peut-être un peu les mots, les noms, qui me demande à quel moment avez-vous pris la décision d'être éleveuse. Je crois que ça a toujours été, en fait, je me suis pas levée à un moment en disant tiens je vais faire reproduire ma chienne. Ça a toujours été le cas. La première chienne que j'ai eue à moi, ma chienne de berger, c'était en 2004 et le projet c'était déjà de faire des bébés à ce moment-là, et j'étais même pas majeure. Voilà. Donc il n'y a pas eu un moment où je me suis levée, je me suis dit tiens je vais être éleveuse. Par contre c'est grosso modo depuis 1 an où je me suis dit que j'allais en faire mon métier à 100% du temps. 1 an et demi quoi, grosso modo. Tiens, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Aviez-vous déjà cette passion en vous? Oui, je l'ai expliqué dans une autre vidéo où je disais que mes parents étaient éleveurs, mes grands-parents aussi. Et en fait, c'est quelque chose pour moi qui est dont je pense que j'aurais du mal à me passer. Vous savez, ça c'est un truc que j'appréhende. Je me dis que si par exemple j'ai un gros problème de santé qui fait que je ne peux plus élever, plus me baisser par exemple, ou je sais pas, plus m'occuper de chiens,
je serais très malheureuse. Bon, je m'en contenterai, hein, du moment que j'ai mon chien à moi, je m'en contenterai, mais je serais très malheureuse. Arrivez-vous à vivre de votre métier? Alors pour l'instant, comme ça fait vraiment que 1 an que je me suis lancée, même s'il y a eu beaucoup de chiots, du coup beaucoup de ventes, beaucoup d'argent qui est rentré, hein, que concrètement il y a eu énormément de charges, il y a eu énormément d'achats de chiens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur 1 an, je crois que j'ai dépensé à hauteur de 20 000 € d'achat de chiens. Donc c'est juste énorme. Il faut savoir que mes adultes, je les ai à peu près payés 2 000 € chacun. Donc j'ai acheté Sucrète, Pomme, Tasha, Tiffany, Twix, Husky, Ouna, Oupette. Qui est-ce que j'ai acheté d'autre? Eh bien Arancia et Wapa et qui d'autre? Et Compo. Voilà, donc si vous faites à peu près tout ça x2, sans compter le coût du transport, sans compter les inscriptions au LOF, etc. Les tests ADN, machin, ça fait beaucoup de sous. Donc à aujourd'hui, je ne vis pas de mon élevage. Je suis complétée avec Pôle emploi, pour tout vous dire. Je ne vis pas de mon élevage, mais j'espère que un jour, ça sera le cas, tout simplement. Les uns qui filment le tour. Les chiennes en retraite n'ont plus de portée. Est-ce que vous les gardez ou vous les vendez pour renouveler l'élevage? Eh bien, c'est le truc que j'appréhende le plus. Je ne vois plus où il y a encore. Je vais aller voir. Au moment où je dis ça, elle est là. Donc je me réinstalle. C'est ma place. C'est ma place. Poussez-vous. Poussez-vous les chiens. Petit pousse-toi. Donc est-ce que vous les gardez ou vous les vendez pour renouveler l'élevage? Alors, l'idée déjà, je ne parle pas de questions de vente. Pour moi, les chiennes m'ont fait déjà des cadeaux de reproduire et de me donner des chiots, donc on ne va pas en plus avoir une question de vente derrière. Pour l'instant, dans mon optique, c'est les replacer autour des personnes que je connais, des personnes en qui j'ai confiance, en qui je peux avoir des nouvelles. Donc tous les chiens qui ont été replacés jusque-là, c'est que vers des amis ou de la famille assez proches. Et je demande juste qu'on me rembourse la stérilisation, c'est tout. Voilà, pour vous parler de manière transparente. Par contre, je sais qu'il arrivera un jour où mes proches en auront marre de récupérer mes vieux, pardon Tiffany, et je devrais ouvrir une nouvelle fenêtre et peut-être placer mes chiens vers des personnes que je ne connais pas. Pour l'instant, je ne suis pas prête à ça, donc je garde ceux qui n'ont pas trouvé de famille. Donc notamment Fantasy, qui vient d'être stérilisée. Fantasy, je ne sais pas à qui je vais la confier, je ne sais pas où elle va aller. J'ai une idée, mais cette personne n'est pas encore spécialement ok pour l'idée, mais j'y travaille. Mais voilà, si elle trouve personne, elle restera avec nous. Bon, voilà. Êtes-vous la seule à gérer tout le travail de votre élevage? Oui, de A à Z, je m'en occupe. J'ai aucun intermédiaire ou quoi que ce soit. Après, pour être très franche, Aurélien va m'aider plus dans ce qui est travaux. C'est-à-dire, lorsque j'ai besoin de pièces ou d'une modification, il va le faire, mais il ne gère absolument pas les chiens. Je suis même pas sûre qu'ils les reconnaissent tous, pour être franche. Et les enfants m'aident vraiment pas mal, surtout avec les chiots. Voilà, donc ils me filent un coup de main pour les peser. Ils m'aident à la sociabilisation. Quand il y a besoin de rentrer ou de sortir des chiens et que je fais autre chose, et bien s'ils sont là, c'est vrai qu'ils se prêtent plus au jeu. Donc les enfants m'aident quand même pas mal. Voilà. Agathe Ducrot me demande: avez-vous des chats? Oui, une chatte qui s'appelle Mishka, mais Mishka vous la voyez jamais sur les vidéos parce que Mishka n'aime pas les chiens.
Et du coup ils sont pas toujours en plus sympas avec elle vu qu'elle n'est pas sympa avec eux. Donc c'est un peu compliqué avec Mishka, je suis obligée de l'isoler. Par contre elle aime... Oh c'est quoi ça? C'était magnifique. Est-ce une... Bref. Donc Mishka, bah, c'est pas facile pour elle, je suis obligée de l'isoler. Donc est-ce que je reprendrai les chats après Mishka? Non, jamais. Voilà. Mais Mishka est adorable, c'est une très gentille mimi qui demande qu'à faire des câlins. Elle n'aime pas trop les gens qu'elle connaît pas. Elle aime pas trop les chiens. Voilà. Mais elle est adorable, elle est gentille. En fait, on n'aurait que elle et pas les chiens, et ben elle serait la plus heureuse au monde. Mais bah, c'est pas vraiment profilé comme ça. C'est une chatte qu'on a récupérée. Enfin bref, c'était pas. On nous a pas vendu vraiment ça comme ça dès le départ. Et la dernière personne à qui je vais répondre aux questions, donc ça fera 9 personnes parce que Virtuel, enfin Sophie alias Virtuel m'a posé quand même plein de questions. D'ailleurs je cherchais l'ordinateur pour y répondre. Donc elle vaut bien 2 personnes à elle toute seule vu le nombre de questions. Voilà, donc je cherchais le PC. Voilà, il me fallait au moins le PC pour répondre à toutes ces questions. Cette vidéo va être vraiment très longue. Je ne sais pas si je vais la mettre en une fois ou sinon ça vous fera un film. Hein. Alors, donc elle m'a laissé plusieurs commentaires avec des sujets différents. Donc on va commencer par celui que j'ai sous les yeux. Donc l'alimentation. Nous avons vraiment galéré avec l'alimentation car dès qu'on a fait goûter quelques morceaux savoureux de nos assiettes, Bibi a refusé catégoriquement ses croquettes. Était-ce parce qu'il considérait ces bouchées que nous donnions à la main comme des offrandes ou par goût ou pour manger avec nous? Alors j'ai consulté 10 000 sites internet pour tenter de lui faire des repas appropriés et bien équilibrés. J'ai du poisson ou de la viande mélangée à des carottes ou des haricots verts avec quelques petits morceaux de pommes et j'en faisais pour plusieurs repas, chaque portion en les congelant avec mon bac à glaçons. Mais quand il a vu que je lui fais toujours le même repas épanoui, rebelote, grève de la faim, idem avec les préparations limites du commerce, y compris les marques gourmets. Eh bien, il a gagné, il mange comme nous à présent, la viande bien sûr, mais aussi le poisson, les crevettes, il en raffole, ainsi que les sushis, le poisson cru, les quiches, un peu de pizza, du riz ou des pâtes avec du reste de viande, enfin tout, et avec nous dans sa petite assiette au sol, sur un set de table. Comme nous mangeons beaucoup de légumes, lui aussi, eh bien, nous sommes vigilants à ne pas lui donner des aliments trop salés ou épicés ou proscrits. Ni de sucre, sauf exception. Nous avons découvert qu'il était fou de crêpes au sucre, très peu de sucre. Alors une fois par semaine, il a le droit à une mini crêpe. Il est très raisonnable avec les quantités et nous aussi. Et son poids et ses pesées hebdomadaires sont satisfaisantes. Il faisait 2 kg quand on l'a adopté à l'âge d'1 an. Il a pris 180 grammes en 7 mois, donc beaucoup de muscles avec ses nombreuses balades. J'aimerais bien savoir si d'autres personnes sur ce forum ont le même problème avec refus de s'alimenter et comment ils l'ont réglé. On a l'impression que c'est sa manière de dire qu'il fait partie de la famille et qu'il veut faire comme nous et avec nous. Ils sont tellement rusés ces petits chiens, ils savent ce qu'ils veulent. En plus l'autre a une sensibilité extrême, mais est-ce bon pour eux? Alors, l'alimentation, les rations ménagères, donc c'est-à-dire de la cuisine fait maison, avec une quantité spécifique de viande, une quantité spécifique de riz, etc. et de légumes. Je pense que c'est l'alimentation la meilleure qu'on peut donner à nos chiens. Franchement, je pourrais, c'est ce que je ferais, mais avec autant de chiens, je ne m'en sens pas la force. Je pense que vraiment, c'est ce qui leur conviendrait le mieux. Déjà, c'est quelque chose qu'ils aimeraient vraiment. Ensuite, c'est quelque chose qu'on fabriquerait nous, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de conservateur, il n'y aurait pas plein de substances qu'on ne connaît pas. Ce seraient des produits de qualité parce qu'on prendrait de la viande, etc. Bref, je pense que c'est la meilleure alimentation qu'on peut donner à nos chiens. Par contre, je pense que Bibi, il exagère un peu et effectivement, les pizzas, les sushis, etc., je ne suis pas sûre que ce soit adapté à nos chiens. Après, ça ne veut pas dire que s'il ne prend pas de poids, que c'est forcément bon pour lui. Donc, entre de temps en temps un petit plaisir ou qu'il mange parfaitement comme nous, je pense que
faut peut-être un peu raisonner tout ça pour Bibi. Mais l'alimentation ménagère, franchement, pour moi, c'est l'alimentation top, top numéro 1 de tous. Et ce que vous faisiez finalement au début, Sophie, donc de lui préparer chaque petite portion, etc. Pour moi, c'est le meilleur repas. Sachez qu'un chien ne se laissera pas mourir de faim, même s'il grève de la faim, c'est-à-dire qu'il a envie de manger autre chose. Après, je ne sais pas si vous êtes une bouche sucrée ou une bouche salée, mais moi, si vous me proposez une assiette d'épinards avec du poisson ou bien des Kinder, par exemple, bah, je vais opter clairement pour les Kinder, et même si c'est tous les jours. Donc, je pense que Bibi, il a opté aussi pour les Kinder. Ensuite, autre question stérilisation. Mon petit chichi a été castré à l'âge de 8 mois avant que nous ne l'adoptions. J'étais contente de ne pas avoir à le faire car c'est une décision difficile à prendre, mais il a l'air si heureux contrairement aux autres mâles que je vois toujours affairé à sentir le derrière des autres chiens, à se battre entre mâles, que je ne regrette rien. J'ai l'impression qu'il a été castré avant d'avoir pu connaître cet instinct de l'accouplement et que du coup ça ne lui manque pas car je trouve très équilibré. Et oui, je confirme, c'est ce que je disais à la question de Lorelai juste avant. Évidemment, je confirme fois 1000, je suis pour la castration et la stérilisation. Ça ne fait pas des frustrés sexuels. Ensuite, toilettage. Question 1. Est-ce important de leur laver les dents? Car je vois qu'on en parle dans plusieurs vidéos de YouTube avec les choses à faire et à ne pas faire. Je ne veux pas forcer mon petit chichi à ouvrir grand la gueule, ce qu'il rechigne à faire. Alors je lui donne des os spéciaux, dentis, machin, à placer à la place. C'est grave. Moi, je ne brosse pas les dents de tout le monde. Par contre, oui, je leur donne des choses à mâcher. Et je pense clairement que ça fait le job. Encore une fois, le mieux, le bien, vous voyez cette histoire. Est-ce que vraiment les loups à l'époque se brossaient les dents? Non, mais ils avaient une alimentation qui faisait qu'ils n'avaient pas besoin de le faire. On est sur des races, le chihuahua notamment, qui a des dents qui s'entartrent très vite. Donc il faut savoir se dire que bah, ça fera partie des soins que de faire un détartrage tous les 2-3 ans, quoi. Voilà. Question de Bibi est un amour vraiment en confiance totale et se laisse faire pour tout sauf les ongles. On en reparlait justement dans la vidéo et c'est pour ça que je fais cette FAQ parce que vous m'aviez posé tout plein de questions auxquelles je n'avais pas répondu. Et Sophie en a reparlé au sujet justement d'une séance toilettage et je me suis dit mais elle a trop raison, il faut que je le fasse. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette vidéo. Donc comme je lui disais, il a eu du coup quelque chose d'éprouvant, Bibi, par rapport à ça, un traumatisme, et je pense que ça peut arriver en vrai pour tout plein de choses différentes. Et il faut savoir un peu détourner le fait de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que le but, c'est de couper ses griffes, mais peut-être que dans un premier temps, juste de prendre sa patte, de caresser, même si ça c'est trop dur, bah, juste de caresser sa patte, de le faire jusqu'à temps que ce soit ok et d'en rajouter des tonnes. Oui, c'est bien, je suis contente, c'est bien, bravo. Et une fois que ok, je peux toucher sa patte, je peux toucher ses griffes, ça ne pose plus de soucis. De prendre la patte comme si on allait couper ses griffes, mais de ne pas le faire pas de coupant, rien, j'ai rien pour l'instant. De le faire plusieurs fois, régulièrement et sans aucune attente. Juste le fait qu'il donne sa patte comme si j'allais lui couper les griffes, mais de ne pas le faire. Et pareil, dès qu'il le fait, qu'il est détendu, c'est vraiment le qu'il est détendu. Oui, c'est bien, bravo. Et on continue. Et dans l'éducation comme ça, on amène du confort et de l'inconfort. C'est-à-dire que si le chien bouge, il gigote pour retirer sa patte. Dès qu'il ne bouge plus, c'est là qu'on lâche. C'est à ce moment-là. Par contre, on ne lâche pas quand il bouge parce qu'il sait qu'il a gagné, tout simplement. Donc de lui apporter du confort quand il a la bonne réponse. Et ça, je pense que ça marche. Et en félicitant un wet meal, bravo. Et étape par étape, tout vraiment décomposé. Et ensuite, eh bien, lui montrer le coupe-griffe, encore une fois, sans lui couper les griffes, juste faire le bruit avec le coupe-griffe. Quand ça pose plus de problème, on prend la patte, on fait avec le coupe-griffe sans couper les griffes, et ainsi de suite, jusqu'à temps que on soit OK. Mais ça peut prendre des années. Hein. Le veto, nanana. OK. Et donc, comme on le disait,
S'il fait plein de balades sur des sols un peu durs, et ben, il n'aura pas forcément besoin d'être coupé. Par exemple, Zoya, je crois que je ne lui ai jamais coupé les griffes et elle a eu 10 ans au mois d'octobre, je ne lui ai jamais coupé les griffes. Par contre, Blue, par exemple, a les griffes qui poussent très vite et en fait, elle n'a pas le temps de les user, donc je suis obligée de les couper régulièrement. Balade, le bien, le pas assez, le beaucoup trop. J'ai un mari hyper sportif, surtout un grand marcheur. Il a fait faire récemment à mon pauvre chichi Bibi le No Finish Line, événement dans notre ville où chaque kilomètre marché rapporte de l'argent aux enfants défavorisés ou malades. C'est top. Ils ont fait le tour du circuit plusieurs fois sur de l'asphalte avec un total de 8 km. J'en ai été malade quand je l'ai appris et il s'est fait copieusement enguirlander, pas Bibi, mais le mari. Ok, le Bibi est tout jeune et résistant et il l'avait déjà entraîné à des marches plus d'une heure, mais j'ai eu peur pour ses coussinets, pour ses pattes, pour son petit cœur. Lui m'a dit que le chien ne montrait aucun signe de fatigue, mais comment savoir, il ne pèse que 2 kg et 12 000 pas humains auxquels correspondent ces 8 km. Dixit l'iPhone doit se traduire par 4 fois plus pour notre chichi, à savoir 48 000 pas. Vous avez bien fait d'enguirlander votre mari. Les chichis, c'est pas des chiens de berger. 8 km pour un si petit chien, c'est beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'ils ont effectivement des toutes petites pattes, des toutes petites foulées, un tout petit corps. Et donc tout est décuplé pour lui. Alors bon, c'est ponctuel, occasionnel. Peut-être qu'il ne le fera plus jamais. Et dans ce cas-là, tout va bien. Mais ils ne sont pas faits pour faire ça. Après, peut-être que si le mari veut recommencer, il peut faire un petit peu, puis le prendre en bandoulière dans un sac, puis le refaire marcher, puis le reprendre en bandoulière, etc. Et dans ce cas-là, nous, on veut la photo. Mais oui, c'est pas des chiens... Alors c'est sportif, hein, le chihuahua est un chien sportif, mais à hauteur de son gabarit. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je pense que j'ai répondu aux questions que vous m'avez posées. J'espère que ce système de foire aux questions vous a plu. Sinon, vous avez vu cette vidéo pendant certainement presque une heure pour rien du tout. Et que vous avez appris plus de choses sur nous. N'hésitez pas à me dire, vraiment, dites-le moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me redonner du contenu pour que je puisse refaire ce format-là. Peut-être plus court, donc au lieu de choisir une dizaine de personnes, j'en choisirai peut-être que 5. Ou alors compter plutôt le nombre de questions. Peut-être, je sais pas, 20 questions. J'en sais rien, mais dites-moi votre avis. C'est la première fois que je fais ça, donc il y a des choses qui seront à peaufiner. Donc dites-moi ce qui est à peaufiner, dites-moi ce qui est à modifier, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et puis comme ça, moi je m'adapterai au plus grand nombre, tout simplement. Bien écoutez, j'espère que quand même ça vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses en attendant la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poilus. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le commentaire qui va bien. Et en attendant, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous avec Tiffany et on se dit à la prochaine. Bisous. Vous avez été sages les poilus, hein? Vous n'avez même pas fait tomber mon système de fixation de téléphone. Je suis fière de vous.